Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire sur comment la communication non violente peut transformer les organisations. On a des arrivées un peu qui arrivent sur les prochaines secondes, mais on va démarrer tout de suite. De toute façon, si jamais il y aura un replay et on va aller. Donc, merci d'être ici en cette fin d'après-midi pour ce webinaire qui est co-organisé entre la HEIG Vaud. Donc, on a Céline qui parlera plus tard, qui gère une série de webinaires sur ce début d'année et de maintes maîtres. Donc, c'est elle qui fait énormément de travail pour ces 4 webinaires gratuits. La Fab Lab, et là je profite de remercier déjà ma collègue Manon qui a mis beaucoup d'efforts aussi dans cette association et ces webinaires. Et puis on a aussi Loïco qui nous aide sur les aspects techniques et communication. Donc là je peux remercier Angélique, Sophie, Aline et Audrey pour leur aide. Euh, Rapidement, donc, je suis Ludovic Godard, responsable du réseau de la Fabrique de l'Agilité, une superbe association, je peux le dire parce que je viens d'arriver, donc c'est pas grâce à moi que c'est une association incroyable. Donc, je peux que vous encourager à en apprendre un peu plus et Séverine vous en parlera tout à l'heure, membre du comité, Séverine vous en parlera tout à l'heure. Donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous accueillir sur ce webinaire. Je vais juste vous dire les bonnes pratiques. Vous verrez dans votre écran qu'il y a une section Q&A. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez aussi voter pour les questions des autres qui vous intéressent particulièrement, sachant qu'on va essayer de prioriser en fonction de l'intérêt de l'ensemble des participants de ce webinaire. Et puis, ben, nos 2 intervenantes, Laurence et Anne, se feront un plaisir de répondre à un maximum de questions dans la limite du temps imparti. À la fin de cette session, vous recevrez donc dans les jours qui viennent un email avec la présentation ainsi qu'un replay qui sera disponible sur notre site internet de la Fabrique de l'Agilité. Je vais pas rentrer dans les détails du déroulement. Donc, Séverine va vous présenter rapidement la Fab Lab et après, Céline aura un petit mot avant de laisser la place à Anne et Laurence. Ce qui est aussi important justement là, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas accès à vos micros, mais on va ouvrir des salles des groupes plus tard dans la session et vous pourrez avoir des petites discussions à 6 plus tard dans ce webinaire et on finira avec un partage en plénière. Voilà, je laisse maintenant la place à Séverine pour présenter un peu la Fabrique de l'Agilité. Merci Ludovic et puis bienvenue à tout le monde. Alors moi je représente ici le comité de la Fabrique de l'Agilité. Dans la vie de tous les jours, je suis responsable de l'amélioration continue chez UCB Farchim de l'industrie médicale. Mais là, c'est vraiment moi en tant que membre du comité qui vais vous parler de la Fabrique de l'Agilité tout de suite. Qui sommes-nous, la Fab Lab ou la Fabrique de l'Agilité? On est un réseau interentreprise. Donc, c'est super important parce que être un réseau d'entreprise, ça permet de contribuer à l'évolution ensemble du travail et de la société. Et c'est vraiment des chercheurs, des managers des différents départements qui permettent ensemble de travailler sur ce monde un peu VUCA. Et puis, nous agissons sur 3 axes principaux, tous ensemble. S'inspirer et apprendre entre nous. Notamment, on va le faire ici, autour de ce webinaire. Créer des ponts entre la recherche et la pratique. On a la GVD derrière qui est avec nous, qui nous amène du contenu pédagogique. Donc, on a vraiment ce lien, cette main tendue entre le monde industriel et le monde académique. Et il y a diffuser et partager nos pratiques, ce qui nous permet par différents événements de pouvoir être ensemble et apprendre les uns des autres. Ensuite, nous, les membres, et puis vous, peut-être les futurs membres, on est très, très divers et on est très heureux de cette diversité parce qu'elle nous enrichit aussi bien au niveau des secteurs d'activité où on a beaucoup de choses, beaucoup de diversité. Au niveau de la géographie, on est essentiellement en Suisse romande.
En gros, c'est à peu près 90% en Suisse romande et puis un petit peu à Berne, un petit peu à Soleure. Du public et des privés, quasiment à 50-50. Et puis des tailles d'organisation, on a une bonne partie, la moitié de qui sont des petites entreprises de 1 à 24 personnes avec un prix très attractif pour être membre. Et puis des un peu plus grosses et voire des très très grosses qui représentent 25%, dont je fais partie par exemple, ou d'autres industries font partie. Donc des prix très attractifs. On a vraiment ici pour le webinaire, enfin, des membres et des non-membres. Ça vaut le coup, il y a un vrai retour sur investissement. Vous voyez, les prix sont tout à fait raisonnables. Alors n'hésitez pas à passer le pas en tant qu'entreprise. Et du coup, je vous présente le menu ou la carte de cette année qui est assez succulente, avec des partages de bonnes pratiques une fois par mois sous une demi-heure, des webinaires d'1 heure et demie ouverts à tous, et puis réservés aux membres des visites d'entreprise certains mardis et jeudis. Et surtout, notre grande conférence annuelle le jeudi 18 septembre à Lausanne. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup, Séverine. Et maintenant, je laisse la parole à Céline. Bonjour à tous. Donc, merci d'être aussi nombreux pour notre invitation. Je vais juste dire un tout petit mot rapide pour rappeler en fait que ce webinaire, c'est le premier d'une série de 4 webinaires qui auront lieu les premiers lundis de chaque mois à partir d'aujourd'hui. Et donc, le prochain aura lieu le 3 mars sur des thèmes autour de la réflexivité des individus, sur leur capacité à se connaître eux-mêmes. Et ce thème, en fait, le lien que nous faisons avec l'agilité, c'est l'idée que quand on veut développer des organisations agiles, on a la nécessité de s'appuyer sur des collaborateurs qui se veulent autonomes et responsables, et que pour ça, ça suppose un regard sur soi-même et une progression en tant que personne dans sa manière de communiquer avec les autres, par exemple, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et si on en vient plus spécifiquement à la question de la CNV, c'est vraiment un outil ou une approche qui a été très largement développée par les organisations les plus avancées en matière d'autonomie, notamment parce que à partir du moment où la dimension hiérarchique est moins importante, eh bien, la conséquence, c'est qu'il faut que les équipes, les individus trouvent des voies de prévention et de régulation, notamment des conflits, de manière non hiérarchique. Donc aujourd'hui, on a vraiment le grand plaisir d'accueillir 2 sociologues de la Haute École de travail social de Genève, qui toutes les deux travaillent sur les processus de transformation personnelle et sociaux, donc à travers un regard sociologique qui questionne ces processus, leur efficacité et leur sens. Anne Périllard, qui est également médiatrice, a aussi travaillé sur le genre, les émotions et les politiques de dépendance. Et Laurence Bachmann, qui est également responsable du MAS en direction d'institutions sociales, elle travaille également sur les questions autour de la posture de direction, des questions sur le genre et le féminisme. Donc sans aller plus loin, je leur donne la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, de nous donner un peu de votre temps. Merci à la Fabrique de l'Agilité de nous inviter là pour parler de notre recherche. Et nous, pour démarrer en fait cet échange avec vous, on avait envie de vous inviter à aller sur MOOC là. En fait, vous pouvez vous y rendre, soit avec votre téléphone en scannant le QR code que vous avez sous les yeux, soit en allant directement sur le site internet et en notant le code de l'événement. Pour répondre à cette question en un mot, qu'est-ce que la communication non violente vous évoque?
Merci pour ce nuage de mots sur la communication non violente. Pour la suite, en fait, je pense qu'on peut s'arrêter ici sur les mots qui sont donnés. Merci d'avoir contribué. Je vais passer la parole à ma collègue Laurence qui va vous présenter, en fait, notre recherche. Bonjour tout le monde. Donc Anne et moi avons réalisé une recherche de plus de 4 ans sur la communication non violente en nous intéressant au potentiel de transformation personnelle mais aussi sociale de cet outil. Nous sommes posés 3 questions, c'est les trois axes en fait qui nous ont habités pendant ces 4 ans que vous avez sous les yeux. D'abord, quels sont les outils de la CLV, mais aussi quel est son paradigme sous-jacent. Ensuite, comment la CNV soutient des processus de transformation personnelle et sociale. Et puis enfin, qu'est-ce qui se joue concernant les relations de pouvoir avec cet outil de la CNV. Comme méthode, nous avons effectué 47 entretiens avec des formateuristes CNV et des pratiquants, avant tout des pratiquants, pratiquantes de la CNV. Pour comprendre la CNV de l'intérieur, on a participé à 28 stages et je pense que ça, c'est une des originalités de notre recherche, c'est que c'était vraiment une recherche immersive, une recherche qui s'est effectuée sur différents pays d'Europe, que ce soit la France, la Suisse, la Belgique, en Afrique et en Amérique du Nord, en passant aussi par le Liban. Notre motivation à effectuer cette recherche consistait à chercher le potentiel changement social de cet outil. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une partie de nos résultats de recherche. Vous verrez que nos résultats peuvent entrer en tension avec certaines exigences des entreprises, comme celle par exemple d'efficacité et de productivité, pour reprendre les objectifs présentés par la Fabrique de l'Agilité. Donc dès lors, aujourd'hui, on avait envie de vous inviter à faire un pas de côté. Donc, concernant plus spécifiquement nos résultats, on avait envie de démarrer en fait en parlant du paradigme de la communication non violente, vraiment quelle était l'intention au départ de son fondateur qui s'appelle Marshall Rosenberg, que vous voyez en photo ici. Et c'est la raison pour laquelle on démarre cette présentation avec une citation à lui qu'il a faite dans une conférence que je vais vous lire. Si j'utilise la communication non violente pour libérer, pour permettre aux gens d'être moins déprimés, de mieux s'entendre avec leur famille, mais ne pas leur enseigner en même temps à utiliser leur énergie pour transformer rapidement les systèmes dans le monde, alors je fais partie du problème. Essentiellement, j'apaise les gens, les rendant plus heureux de vivre dans les systèmes tels qu'ils sont. Dans ce cas, j'utilise la communication non violente comme un stupéfiant. Marshall Rosenberg est un psychologue juif états-unien et durant son enfance, il a été victime de violences antisémites. Et il s'est très vite posé la question de savoir en fait d'où venait la violence chez les humains, les humaines, et pourquoi en fait les humains étaient d'une part capables de tellement d'amour et de l'autre côté capables de tellement de violence. Il a étudié la psychologie en pensant qu'il allait trouver cette violence dans la tête des gens, quelque part dans le cerveau. Et au fur et à mesure de ses recherches, de ses rencontres, il s'est rendu compte que la violence, en fait, elle venait des systèmes. La communication non violente, elle a deux en fait paradigmes importants qui sont que les personnes en fait les êtres humains cherchent à nourrir des besoins par tout leur comportement, que ces besoins ils sont considérés comme universels et que nous avons en fait plusieurs moyens, de nombreux moyens en fait de satisfaire les besoins. Une des croyances aussi à la base de cette pratique, c'est que les personnes cherchent à être en lien, en relation, et aussi ont l'élan en fait de contribuer quand on leur laisse le choix de le faire. Un des outils au service en fait de cette intention que Marshall Rosenberg a développé, peut-être que c'est un outil que vous connaissez, ça s'appelle l'OSBD. C'est pour observation, sentiment, besoin, demande. Donc en fait, c'est un outil en 4 étapes au service justement de ce lien et de la coopération dans les entreprises. L'observation, c'est-à-dire qu'il s'agit de se détacher du jugement et d'apprendre à faire la distinction entre ce que je vois, ce que j'observe depuis ma place, qui est toujours quand même située, par rapport à ce que je me raconte, en fait, ou de détacher, en fait, l'observation de l'interprétation.
Ensuite, le deuxième mouvement, c'est justement ce dont parlait Céline Desmarais auparavant, en fait, c'est d'aller vers la réflexivité. Donc, se poser la question, en fait, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir au moment où j'observe ça? Donc, vraiment se reconnecter au corps, au ressenti physique pour mieux comprendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, mieux se connaître. Et en fait, dans la grille de lecture de la communication non violente, ce sentiment est un indice, en fait, pour nous montrer un besoin non nourri ou insatisfait, ou alors un besoin nourri. Ça veut dire, en fait, quelque chose qu'on voudrait satisfaire maintenant, mais qui ne l'est pas. Ceci nous permet d'aboutir à une demande. Par exemple, je prends un exemple en entreprise, dans l'observation, nous devons rendre ce projet dans une dizaine de jours, en fait. Le livrable doit être prêt dans 10 jours. Observation. Je me sens inquiète. Je me sens inquiète parce que, en fait, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de clarté sur les étapes du projet. À partir de là, je vais faire une demande, je vais pouvoir faire une demande à une collègue pour lui demander, toi, tu en es où ou tu en seras où dans 3 jours afin que moi, je puisse continuer le processus. Donc, c'est vraiment, justement, ces étapes permettent en fait de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, de distinguer l'observation du jugement. Vous verrez justement à droite, quand vous voyez les petites croix rouges, c'est plutôt en fait cette communication ordinaire qui est appelée violente par Marshall Rosenberg, qui est faite de jugement, de déni des émotions, de stratégie et d'exigence. Dans l'exigence, c'est-à-dire qu'on formule en fait des demandes qui sont des exigences parce que à ce moment-là, les personnes en fait ne s'attendent pas à ce qu'on dise non. On s'attend à ce que la personne dise oui. À ce moment-là, justement, on est dans une forme de manipulation et on le verra dans les limites que la communication non violente, si elle n'est pas au service du lien, en fait, si l'intention de la personne, c'est de faire quelque chose à quelqu'un, ça peut justement aboutir à de la manipulation. Ça, c'est le paradigme de la communication non violente. Et il est important, en fait, pour comprendre aussi ce qui se passe dans la communication non violente, de voir dans quel monde nous vivons. On vous a mis à droite la roue des privilèges. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une roue qui permet de se situer individuellement au niveau du genre, de la citoyenneté, de l'ethnicité, de la couleur de peau, de la langue, pour voir en fait à quel niveau de privilège on est et quel niveau de pouvoir on a, puisqu'on est en fait dans un monde qui est divisé, organisé, hiérarchisé, selon des rapports de classe, de genre, de race, d'âge. Et tout ça, en fait, au service du capitalisme, comme le montre Silvia Federici. Ce monde, il est aussi organisé au niveau institutionnel, familial, aujourd'hui par la famille nucléaire. Donc vraiment, c'est la famille nucléaire, c'est souvent un couple parental aussi, souvent une personne assignée femme à la naissance, une personne assignée homme à la naissance, et qui permet la division genrée du travail qui est aussi en fait au service du capitalisme, de l'emploi. Dans le monde dans lequel on vit, ce monde justement dominant, on voit aussi apparaître la hiérarchisation entre le corps et la raison, les émotions et la raison, et ce qui fait en fait que les émotions sont très peu sollicitées justement dans le monde actuel. Au contraire, on l'a vu, de la communication non violente, de cette fameuse réflexivité qui est aussi nécessaire dans l'entreprise. Notre monde est aussi traversé par un rythme qui est celle de l'accélération. On le voit aujourd'hui, notamment dans le monde de la tech, avec l'intelligence artificielle, à quel point justement le monde accélère par des soucis d'efficacité, ce qui donne rarement le temps aux personnes de ce temps en fait nécessaire à l'introspection, ce temps de se demander qu'est-ce qu'il est en train de se passer en moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Le monde actuel, il est aussi traversé, Bourdieu l'a montré, par une culture du jugement qui renforce les rapports de domination. Cette culture du jugement va faire les personnes vont avoir honte, ne vont pas forcément faire preuve d'authenticité, vont cacher des parts d'elles-mêmes qu'elles jugent inadéquates par rapport à la société. Donc en fait, ce monde-là explique aussi pourquoi parfois il est difficile, enfin on en parlera par la suite, mais peut-être que vous avez vu que de faire entrer la communication non violente dans les organisations, c'est parfois difficile parce que le monde dans lequel on vit est justement traversé de hiérarchies, de rapports de pouvoir et de violences qu'on va nommer ordinaires.
pour expliquer ces deux paradigmes que nous, on a trouvés dans notre recherche, en fait, on aime bien faire référence à cette image de Liv Larsson. Liv Larsson est une psychologue finlandaise qui est aussi formatrice certifiée en communication non violente et qui parle en fait de marinade de la domination. Cette marinade dont je vous ai parlé dans la dia précédente. Et il s'agit en fait de mettre ensemble 1 litre de pensée binaire, une poignée de jugements moraux, une dose de choix limité, 1 kilo de déni de valeurs personnelles, un paquet de mentalité du mérite. Elle propose de s'assurer que tout soit couvert de marinade pour obtenir de hauts niveaux de passivité. Pour atteindre une obéissance intense de toutes les parts, assurez-vous qu'elles ont toutes mariné pour une longue durée et qu'elles sont bien trempées. Dans ce sens-là, ce que propose le paradigme de la communication non violente qu'on a étudié, qui est basé sur cette croyance que les personnes cherchent à nourrir des besoins, c'est la marinade de la coopération. C'est 1 litre de pensée basée sur les besoins, une poignée d'expressions authentiques, une dose d'empathie, 1 kilo de liberté de choix et 1 paquet de réciprocité. Elle propose d'équilibrer le besoin de liberté avec le soin donné aux autres, de mélanger librement les ingrédients pour parvenir au résultat désiré. Ces images, c'est pour bien comprendre en fait que la communication non violente, elle fait passer dans un autre paradigme qui n'est pas le paradigme de notre socialisation. Un autre schéma qui permet justement de comprendre ces paradigmes de la communication non violente est le paradigme justement dans lequel nous baignons normalement dans cette société capitaliste. La croyance centrale dans cette société, c'est qu'il existe le bien et le mal. On parlait avant de jugement binaire. Il découle en fait de cette croyance que les êtres humains ignorent ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc en fait, il va falloir les éduquer pour leur montrer à différencier le bien, le mal. Et pour cela, on va mettre en place une éducation qui est basée sur des punitions, des récompenses, des jugements, des exigences, des sanctions. Et ces croyances-là aussi vont produire le fait que les individus chercheront les références à l'extérieur. Le bien, le mal sera à l'extérieur d'elles-mêmes, à l'extérieur d'eux-mêmes. Les structures qui permettent de reproduire cette croyance centrale qu'il existe le bien et le mal, c'est la soumission, la rébellion, la compétition, ou bien l'intégration de ce que les personnes qui pratiquent la communication non violente appellent le langage chacal. Marshall Rosenberg, pour expliquer son changement de paradigme, utilise l'animal du chacal, qui va symboliser en fait tout ce qui est de l'ordre des jugements, des interprétations, de ces pensées binaires, de ces pensées sur nous-mêmes ou sur les autres. La girafe, quant à elle, justement, sera l'animal, en fait, du langage du cœur, du langage de la communication non violente, selon lui. Encore une chose, dans la recherche qu'on a menée, en fait, auprès de 47 participantes, il est bien clair que les jugements ne disparaissent jamais. Ils sont là, mais ils sont pour les personnes qui pratiquent la communication non violente au service de l'individu pour comprendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Ah tiens, là, je suis en train de me raconter que cette personne est trop lente, que pour la xème fois, elle fait pas bien son travail. Ah, en fait, c'est un signe que je suis en train de me raconter quelque chose à l'intérieur et que je suis en train de ressentir quelque chose à l'intérieur. En fait, comment je me sens stressée, je me sens en colère, je me sens fâchée. Donc, ce genre de jugement. Quand vous passez au paradigme suivant, le paradigme de la communication non violente, en fait, la croyance, c'est que les êtres humains ont les mêmes besoins, qu'ils tentent de les satisfaire selon les moyens, les ressources, l'environnement et la conscience qu'ils ont dans l'instant. Donc, à chaque moment, quelles que soient les choses que les personnes font, dans la croyance de la communication non violente, c'est au service d'un besoin qui peut être un besoin de liberté, un besoin d'amour, un besoin de partage, un besoin de subsistance. Il y a une liste pour les personnes qui pratiquent, une liste de besoins qui est assez impressionnante, en fait, pour justement aller chercher qu'est-ce que je suis en train de nourrir, qu'est-ce que les personnes cherchent à nourrir maintenant. Dans cette croyance-là, l'être humain, il aime contribuer au bien-être quand il est libre de le faire, donc sans exigence. Ce qui lui permet, les structures éducatives, en fait, qui lui permettent de contribuer, c'est justement de s'accompagner dans la conscience des besoins mutuels.
Les moyens à disposition, c'est le dialogue, l'expression authentique et justement hein, le dialogue selon les besoins, basé sur les besoins, en fait, la considération des besoins de chacun et chacune. Dans cette perspective-là, dans ce paradigme-là, les repères sont à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur des individus, il y a la possibilité de savoir, en fait, ce qui va contribuer ou non à nos besoins et aux besoins des autres. Les structures qui sont proposées pour justement ce mode de communication, c'est l'interdépendance, se rendre compte qu'on est dépendants les uns des autres et travailler ensemble, la coopération, le respect de chacun, chacune, et puis cette intégration du fameux langage girafe. La girafe étant l'animal, hein, le mammifère qui a le plus grand cœur parce qu'elle doit réussir à envoyer le son jusque dans sa tête et comme elle a un long cou, c'est pour ça qu'elle est devenue en fait l'icône du langage de la communication non violente. Donc voilà en fait pour ce paradigme en fait, ce changement de paradigme entre finalement le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes éduqués, avec des structures qui nous apprennent plutôt à différencier le bien du mal, et en fait le paradigme de la communication non violente qui a une croyance bien différente. Je vais passer la parole à Laurence. Merci Anne. Alors pour faire suite à ce que tu viens de dire hein, sur ce passage d'un paradigme à l'autre, ça se joue vraiment au niveau des processus de transformation personnelle. C'est ce qu'on a vu dans nos résultats de recherche. Il y a vraiment une transformation qui joue. Les personnes transforment certains aspects d'elles-mêmes et vont passer d'un paradigme à un autre. Il y a un avant et un après, hein, pour reprendre le slide que vous avez devant les yeux. Ces deux colonnes, ce sont vraiment des mots-clés qui ressortent de manière récurrente dans les entretiens. Par exemple, notamment la question de la compréhension. Hein, certaines personnes nous disent à quel point, en s'appuyant sur la CNV, les personnes comprennent ce qui se passe en elles. C'est quelque chose de nouveau. La considération, avec la CNV, elle développe progressivement de la considération, du soin, l'apaisement. Quelque chose se calme en elle, se pose, s'adoucit. L'alignement, elles parlent souvent de leur authenticité nouvelle, hein, c'est un mot qui était récurrent dans les entretiens. De même que la confiance, c'est quelque chose qui ressortait régulièrement. Les personnes affirment se sentir plus posées, plus assertives depuis qu'elles pratiquent la CNV. Et puis aussi la question de l'ouverture, elles sentent en elles une ouverture nouvelle. Ces transformations se repèrent aussi dans leur interaction. Les personnes qu'on a interviewées, donc là aussi, il y a un avant et un après, elles se sentent plus assertives, elles ont plus de courage, elles disent oser parler, dire, poser des limites. La question de la responsabilisation, elle ressort aussi, elles prennent leurs responsabilités. Et puis la question du lien, elles affirment goûter à une nouvelle forme de qualité de lien, un lien humain, authentique, sans hiérarchie, avec clarté, confiance, etc. En tout cas, on a vraiment tout cet ensemble de mots qui ressort. Peut-être pour donner un peu de vie à mes propos, on avait envie de vous partager 2 témoignages de personnes qu'on a interviewées. Ces 2 témoignages qui sont liés à la famille, qui est une sphère qui est beaucoup plus dévalorisée que la sphère professionnelle. Et n'empêche que, à notre sens, il y a certainement des éléments qui sont transposables dans le monde professionnel. On vous montre d'abord la citation de Nadège sur la question du lien et qui nous partage la manière dont la CNV lui a permis de sortir d'une relation avec un conjoint violent. Elle nous dit « Je me suis sauvé la vie. Sans CNV, je vais et je fais la gueule et je suis en colère. Et je suis contre moi, en fait. J'étais contre moi tout le temps. Aujourd'hui, je suis avec moi. » Une autre citation qui concerne davantage la question de la considération, c'est c'est le témoignage de Jean qui nous raconte que sa fille, elle se fait harceler à l'école et qui un jour l'appelle, elle est en pleurs et lui, tout de suite, sa réaction immédiate, il est bouillonnant de colère, il a envie de convoquer tous les parents concernés, discuter avec la direction de l'école, etc. Il veut vraiment agir et puis il raconte ce qu'il fait. Et il nous dit, à ce moment-là, j'ai fait un choix. Ok, ça, ce n'est pas important de dire, mais c'est juste d'accueillir ma fille et de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Où as-tu mal? Comment ça va? Comment vis-tu les choses? Parce que elle avait besoin de déposer.
Donc là, c'est vraiment trouver le besoin derrière cet appel de sa fille. Dans un monde marqué par des rapports de domination implicite, hein, c'est ce que vous a dit tout à l'heure Anne, la CNV, elle peut aussi soutenir la transformation de systèmes et encourager la coopération, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça va vraiment se jouer par le cadre que va poser la CNV, un cadre explicite qui va valoriser la coopération. Le cadre, c'est le système, hein, c'est ce qu'on a écrit sur la slide, c'était vraiment les propos d'une animatrice CNV qui en avait vraiment pris conscience et vraiment conscience qu'un système alternatif qui va être posé explicitement et qui soutient des valeurs de coopération, de lien, etc. Donc, dans tous les stages qu'on a observés, hein, auxquels on a participé, on pose un cadre où on définit explicitement la manière d'être ensemble. Donc, ça peut être constitué, et là, on vous a fait une liste non explicite, hein, de bienveillance, de confidentialité, de considération, par exemple avec l'idée que chaque voix compte, etc., de responsabilité, de consentement. La question du cercle, on forme un cercle, la météo intérieure, on va vraiment avoir ce soin de voir qu'est-ce que les gens euh, ressentent, avec des personnes dans ce contexte qui vont être garantes du cadre et qui encadrent le cadre et qui le protègent. Quelques mots sur les limites de la communication non violente repérées dans notre recherche. Ça a été déjà d'emblée évoqué par Anne. Le premier point, c'est vraiment la question d'appropriation qui vont être déviées de l'intention, où certaines personnes vont mobiliser les outils de la CNV sans respecter l'intention initiale posée par Rosenberg. Donc, on va poser une autre intention, par exemple le rendement, l'efficacité, la productivité, ou bien encore la manipulation ou l'instrumentalisation. Donc, vraiment, si par exemple, je vais utiliser cet outil parce que je veux que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, pour obtenir quelque chose, plutôt qu'en vue d'améliorer un lien. Une autre limite qu'on a repérée, c'est vraiment la question de l'absence de considération des rapports de domination. Par exemple, si on ne prend pas en considération qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes privilèges, ça peut entraîner certains biais. Des personnes avec moins de privilèges, et souvenez-vous de la roue des privilèges montrée par Anne tout à l'heure, donc ces personnes avec moins de privilèges auront moins de ressources, donc peut-être de la difficulté à adresser une demande, hein, la demande du OSBD. Et puis, inversement, des personnes dotées de beaucoup de privilèges n'ont pas besoin de faire des demandes, car on va se soucier spontanément d'eux. Pour reprendre la phrase d'une chercheuse, Pascale Moulinier, que je trouve extrêmement claire, elle disait « On est plus touché par la souffrance d'un cadre que par celle d'une caissière de supermarché ». Donc voilà, nous vous remercions pour votre attention. Et puis, il y a un temps de questions-réponses, sauf erreur. Oui, alors c'est moi qui vais animer ce temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace dédié. Mais je vais commencer moi par une première question qui rebondit directement, parce que pour l'instant il y a assez peu de questions dans l'espace dédié, donc j'en profite pour prendre abusément la parole et me mettre en posture de domination. Et donc je voulais vous demander, justement sur cette question de lien entre CNV et domination, à titre personnel, quand je fais des cours sur la CNV dans le cadre du MAS dont je m'occupe, il y a toujours cette question de savoir est-ce que la CNV, c'est un outil pour les managers, est-ce que ça peut s'appliquer toujours, dans toutes circonstances? Et la réponse, c'est que, enfin, la réponse me semble-t-il, mais ça m'intéresse bien sûr d'avoir votre réponse parce que c'est voilà, suite à votre recherche et à vos questionnements, c'est que ben, quand on est manager, parfois on est dans une situation où on est représentant d'une institution, que cette institution, justement, elle exerce une forme de domination acceptée, consentie sur les collaborateurs, et que donc vouloir sortir de cette relation, dans certains cas, hein, par exemple dans des cas où le manager pose le cadre, c'est justement utiliser la CNV comme un outil de manipulation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas été claire, peut-être. Ici, mais Laurence, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Non, tu peux répondre.
En fait, tout dépend comment déjà la manipulation est définie. C'est d'être clair sur les intentions et c'est clair qu'un cadre, elle a une marge de manœuvre, en fait, un périmètre de décision aussi défini par la structure, l'institution, son conseil de fondation. Donc c'est d'être clair avec ça pour éviter justement toute forme de manipulation, d'être clair de jusqu'où on peut demander la participation des personnes et d'avoir cette clarté. Et à partir de là, il n'empêche que, par exemple, moi, si je suis cadre dans une entreprise et que je suis soumise à des contraintes qui viennent de plus haut, d'être au clair avec, ben, j'ai cette contrainte-là, et comment je vais faire pour en faire sens, ou qui fait pas sens, mais j'ai pas le choix, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est d'avoir vraiment cette clarté. Ou alors, justement, d'être dans une forme d'exigence. Il n'y a aucun problème quelque part avec les exigences. C'est des choses qu'on peut poser. Ça concerne aussi nos limites. Ça peut être les limites de l'entreprise, mais vraiment de poser un cadre clair et à ce moment-là, de pas justement être, comment dire, utiliser le processus de CNV. Donc, c'est vraiment d'avoir cette clarté, en fait. Moi, j'aime bien dire sur les pouvoirs de chacun, en fait, et de pas faire croire qu'il y a des pouvoirs qui n'existent pas. Et à partir de là, Mhm. il peut y avoir un alignement. Ok, Excuse-moi. merci beaucoup. Alors là, il y a une question qui est non pas dans le Q&A, le question-réponse, mais dans le chat. J'ai une connaissance qui s'est mise à fond dans la CNV, mais qui depuis n'a jamais été aussi inaccessible et plus du tout à l'écoute. Alors, vous qui avez justement interviewé des gens suite à leur formation à la CNV, est-ce que vous avez le sentiment que cette remarque se justifie et comment vous êtes en capacité d'expliquer ça? Bah, peut-être, si je peux me permettre, peut-être il y a préciser que on a vraiment étudié ces processus, c'est des processus d'apprentissage, il y a des appropriations différentes. Justement, c'est ce qu'on montrait aussi dans les limites, on peut faire faux. Moi, je suis tombée sur une scène assez cocasse, une fois dans le train où il y avait vraiment un couple qui était vraiment, fâché et qui vraiment se reprochait, qui était vraiment sur un mode, d'exigence plutôt que besoin et qui avait vraiment enfin, on sentait qu'ils étaient sortis d'un stage CNV et ils disaient moi j'ai besoin que tu fasses ça, etc. Et ça arrive, c'est-à-dire que c'est des appropriations fausses de la CNV, c'est un processus d'apprentissage et c'est pour ça que c'est une pratique. Généralement, il y a il y a des ateliers, il y a des groupes de pratique dans plusieurs villes. Donc vraiment, pour moi, ce témoignage d'une personne non disponible et à l'écoute, peut-être elle est juste absorbée ou éblouie peut-être par l'effet de la CNV, mais on voit que c'est un processus en cours qui est pas du tout abouti dans ce cas-là. D'autant que l'écoute, elle est vraiment centrale dans les processus CNV. Je ne sais pas si Anne, tu veux ajouter quelque chose autour de ça? Oui, volontiers. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans les entretiens réalisés, les personnes qui pratiquent la CNV depuis de nombreuses années, en fait, finissent par la pratiquer plus ou moins qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, donc en utilisant cette grille de lecture qui est observation, sentiment, besoin. Et il y a une phase aussi qu'on a pu voir apparaître ou dont on nous a parlé, surtout les formateurs, formatrices, ça s'appelle un peu la dictature des besoins. À un moment donné, certaines personnes, elles réalisent qu'elles ont des besoins qui sont insatisfaits et ça peut être des moments justement où il est très difficile pour certaines personnes d'être à l'écoute. On voit aussi qu'il y a des personnes qui s'approprient la communication non violente qui s'approprient enfin très facilement la capacité d'écoute, donc être à l'écoute des personnes, et pour elles, c'est très facile. Elles ont beaucoup plus de difficultés à être à l'écoute d'elles-mêmes. Et d'autres personnes, ça va être le sens inverse. Elles sont très à l'écoute d'elles-mêmes et beaucoup moins à l'écoute d'autres personnes. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez votre ami dans ce qu'on vous raconte ici. Merci, en tout cas, cette question, c'est toujours intéressant quand il y a un peu quelque chose d'un peu provoquant et contre-intuitif. Autre question, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là, à savoir, est-ce qu'il y a des prérequis pour développer la CNV dans son organisation, des conditions, des manières de faire spécifiques, selon vous?
Ça veut dire ce serait pour lever des résistances, par exemple. Moi, je le sentirais Oui, comme ou ça. bien est-ce que finalement on peut faire ça partout, dans toutes sortes d'organisations, ou est-ce qu'il faut déjà une organisation où il y a une certaine forme de bienveillance? Est-ce que si on met ça en place dans une organisation extrêmement descendante, c'est problématique? Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète cette question. Mhm. Euh, Tu veux y aller, Laurence, ou j'y vais? Ouais, enfin, tu veux y aller? Moi, je peux dire des choses, mais Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Ok. Je me disais, de nouveau, enfin bon, c'était aussi notre intention de ce soir, c'est vraiment de préciser la question de l'intention, donc vraiment avoir cette clarté sur l'intention, pourquoi est-ce qu'on veut amener la CNV dans son entreprise. Et puis, je ne sais plus quel deuxième point je voulais dire. Ouais, j'ai oublié. Anne, je te laisse. Et donc, mais peut-être pour récapituler ce que tu viens de dire, Laurence, en gros, pour toi, l'essentiel, c'est finalement d'être aligné, d'être Ah oui. authentique et de pas utiliser cet outil d'une manière un peu manipulatoire, mais d'être vraiment dans l'intention de développer une meilleure écoute et une meilleure prise en compte des besoins de chacun dans le management. Voilà, et puis être conscient quand même que ce que je voulais dire, c'est dans le processus OSBD, il y a le S de sentiment, la deuxième étape. C'est vraiment une invitation à exprimer ce qu'on ressent et se rendre compte que cette faculté à être dans cette introspection n'est pas évidente pour tout le monde non plus. Donc je pense qu'il y a aussi un soin à prendre sur cette non-disponibilité peut-être de certaines personnes ou en tout cas être attentif à cela. Enfin vraiment plutôt que en tout cas on ne peut pas imposer un processus à des personnes qui sont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément envie d'emblée de parler de leurs sentiments. En tout cas là je vois vraiment une limite et des sources de tension potentielles. Mhm. Et moi, j'aimerais peut-être ajouter que aussi sur notre terrain de recherche, on a vu de nombreuses résistances à la communication non violente. Donc des personnes qui ont vraiment pas du tout envie de mettre en œuvre ce type de communication. Aussi parce au niveau structurel, au niveau de l'histoire, on l'a dit, les émotions, elles sont construites comme dangereuses, irrationnelles, souvent assignées au féminin. Donc on voit, hein, vous avez peut-être entendu, c'est un monde de bisounours, c'est cucu, c'est un truc de bonne femme. Donc aussi d'être vraiment à l'écoute en fait des résistances des personnes quand pour une personne il s'agit d'essayer de mettre en place ce type de formation, d'essayer de voir ce qui se joue. Mais c'est vrai Mhm. que dans notre terrain, on a aussi vu que parfois ces formations elles étaient imposées à tout le groupe et parfois elles étaient proposées et que les deux, en fait, peuvent fonctionner. Il y a pas de recette, en fait, de recette Mhm. miracle. Ouais, effectivement. Et puis c'est vrai que justement, moi j'étais étonnée par rapport au nuage de mots, parce que finalement c'était très bienveillance, etc. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait quelques trucs un peu plus, oui, bullshit, etc. Mais non, non, Alors, non, nous avons on a vu, il y avait un asservissement quand même. oui, 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 il y a quand même. Ouais. Alors, j'ai une nouvelle question à vous proposer, mais sur laquelle je pourrais rebondir le cas échéant, puisque c'est un point que j'ai abordé de manière introductive. Quel lien, vous établissez entre l'agilité et la CNV? Mhm. J'y vais si tu veux. Volontiers. Alors, euh, tout dépend dans quelle intention hein, est faite l'agilité, parce que je pense qu'il y a aussi différentes formes d'agilité en entreprise, mais c'est clair qu'avoir cette clarté d'introspection, avoir cette clarté, justement, tu le disais, Céline, du fait de se connaître, de savoir pourquoi j'entre en résistance par rapport à certaines stratégies qui sont proposées par l'entreprise, ça peut permettre justement plus de fluidité en fait dans les relations, plus de clarté, plus de créativité, vu que dans le paradigme de la communication non violente, en fait, tous les comportements satisfont des besoins, mais on a une pléthore de stratégies pour les mettre en place. Ça permet vraiment, dès le moment où on est arrivé aux besoins, d'élaborer de très nombreuses stratégies. Donc de pouvoir en fait satisfaire aussi chacune. Et pour moi, ça, c'est en lien avec l'agilité. Mhm. Laurence, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon.
Ouais, juste ce que je veux dire, c'est que peut-être pour répondre à cette question, c'est vrai que ça renvoie aussi à la définition qui a été adoptée par la Fabrique de l'agilité de ce concept d'agilité. Et aux intentions de la Fabrique de l'agilité pour lesquelles il y a vraiment cette dimension de permettre, enfin, de favoriser à la fois la performance et le bien-être des collaborateurs. Donc, ne serait-ce que pour ça, ces approches-là, elles sont essentielles. Et puis, l'idée aussi, c'est que à partir du moment où on demande à ses collaborateurs d'être autonomes et responsables, c'est utile de leur apporter des outils pour justement gérer plus que des aspects purement mécaniques dans la relation professionnelle, parce que l'autonomie et la responsabilité, ça suppose forcément à un moment ou à un autre de payer de sa personne dans la relation. Et là, la CNV est un outil qui me semble très important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si ça mérite de rebondir, parce que j'ai plein d'autres questions, donc je poursuis. Ok. Alors, volontiers. je vais vous poser des questions qui sont souvent posées concernant la CNV. Alors, il y a plusieurs questions et je les synthétise en une seule. En gros, c'est comment faire de la CNV dans ce monde de brut? Comment faire de la CNV quand on travaille pour l'OMS et que du jour au lendemain, la moitié de ses équipes se font virer, qu'on n'a plus de budget, etc. Comment faire de la CNV quand on doit discuter avec son chef qui vous refuse vos heures supplémentaires? Et est-ce que finalement, et moi c'est des questions qu'on me pose aussi souvent dans la formation que je dirige, est-ce que finalement si on fait de la CNV dans un monde qui est un monde de domination et de brutalité, on ne devient pas finalement le maillon faible et on ne se met pas tout simplement dans une position de faiblesse? Moi, j'ai l'impression que dans ce monde de brut, on a d'autant plus besoin d'alignement et de clarté justement sur quels besoins sont nourris, quels besoins ne sont pas nourris, quelles vont être mes stratégies pour les nourrir. Donc, c'est vraiment ce travail aussi introspectif, basé aussi sur une réflexivité, hein, des connaissances évidemment, de connaître le monde qui nous entoure pour aussi potentiellement, peut-être se déplacer, hein, quitter, sortir d'une place qui nous déplaît, qui ne fait plus sens et cetera, quoi. Donc j'ai l'impression que justement dans ce monde de brut, c'est un outil pour amener cette clarté et pour, travailler le changement social. Je sais pas si tu veux compléter, Anne? Oui, moi, la question, elle fait vraiment écho aux travaux de Brené Brown sur la vulnérabilité et le leadership audacieux. Et c'est une chercheuse en travail social qui travaille beaucoup sur le leadership, qui a fait de nombreuses recherches, qui a interviewé des centaines de directions, et autant hein, dans l'armée américaine que dans des petites structures. Et elle dit en fait que la vulnérabilité, c'est une posture qui demande énormément de courage parce que c'est une posture qui demande justement d'être en accord avec ses valeurs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus courageux, par exemple, de défendre des valeurs dans des mondes comme le monde de l'EMS, comme des banques. Donc c'est vraiment, elle invite les cadres, les personnes qui ont son statut en fait de pouvoir à vraiment nourrir cette posture de vulnérabilité, mais qu'elle nomme une posture très, très courageuse, en fait, dans le monde actuel. Donc, c'est peut-être aussi de voir ça comme ça, plutôt que vulnérabilisant. Oui, puis c'est vrai que le point que vous avez soulevé, qui est aussi très important, c'est que finalement, cette approche de la CNV, elle est souvent vue d'une manière très instrumentale, comme un outil pour communiquer avec les autres, mais que c'est avant tout un outil pour communiquer avec soi et justement pour clarifier ses besoins, pour être au clair avec vraiment nos besoins fondamentaux. Et ça, c'est souligné aussi par quelques personnes qui expliquent qu'effectivement, ça leur permet enfin, que cet outil permet à certaines personnes de se rendre compte à quel point elles avaient du mal à identifier leurs émotions et leurs besoins. Mm. Alors moi, j'ai encore une question qui n'est pas dans le chat, mais c'est une question que je trouve intéressante. Vous avez finalement fait le choix de faire votre projet sur la CNV dans plein de pays différents. Et j'ai envie de vous demander si, finalement, par rapport à cet outil, par rapport aux approches de cet outil, vous avez repéré des différences culturelles, importantes qui, permettent ou pas de l'utiliser dans certains contextes et plus difficilement dans d'autres ou finalement, il y a peut-être des cultures où les gens sont naturellement non violents dans leur communication?
Je peux y aller, Laurence, Oui, vas-y. par rapport aux entretiens que j'ai menés, surtout justement avec des personnes qui habitent dans certains pays en Afrique. Nous, on a investigué aussi s'il n'y avait pas justement un biais de privilège blanc dans la communication non violente. C'est pour ça que c'était aussi intéressant d'ouvrir le terrain à ça. Et peut-être que, en fait, bah, deux exemples. Déjà, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont parlé de l'Ubuntu, qui est en fait aussi une manière de coopérer, d'être ensemble, qui existe dans certaines cultures, en Afrique de l'Ouest notamment, qui ressemblait beaucoup à la communication non violente. Aussi l'arbre à palabres, où on cherche justement facilement le consensus plutôt que la polarisation. Donc, où il y avait justement aussi ces cultures en fait propres à la communication non violente. Donc là, moi, j'ai vraiment sur le terrain pas trouvé de résistance. C'est utilisé dans ces pays-là pour des fois mettre fin à des conflits armés ou transformer des conflits armés. Donc vraiment des endroits où il y a une violence extrême et puis retrouver du lien entre différents acteuristes. Et puis un autre entretien que j'aime bien citer, une personne qui habite en Suisse, originaire du Cameroun, et qui va des fois donner des cours de communication non violente dans sa famille. Et en début d'entretien, elle m'avait dit, oui, mais culturellement, les émotions dans mon pays, c'est pas facile. Et puis peut-être 20 minutes après, elle disait, mais en Suisse aussi, culturellement, les émotions, c'est pas facile. Donc en fait, on a retrouvé finalement les mêmes résistances, le même type d'appropriation partout où on est allé. Et en Amérique du Nord, il y a eu des développements en fait de la communication non violente qui prend plus en considération tout ce qui est systémique, justement toutes ces positions de pouvoir un peu asymétriques pour intégrer ça et par exemple faire de l'observation à 3 niveaux où aussi le niveau systémique en fait de pouvoir et privilège est pris en compte. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres questions, mais on y reviendra peut-être à la fin. Là, je pense qu'il est temps de passer à la partie en sous-groupe où les personnes qui assistent à ce webinaire pourront échanger entre eux sur leur vision de la communication non violente. Et donc, je vous laisse présenter l'exercice qui est proposé.